Investir dans des fonds obligataires, est-ce que c'est absurde parce que les dettes souveraines, notamment en zone euro, se traitent largement sous 0%, ou est-ce lucratif? On en parle avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. Bon, on rappelle le chiffre, 17 000 milliards de dollars de dettes dans le monde se traitent sous 0%, ça ne rapporte rien, des quenouilles. Pire, ça fait perdre des sous, perdre de l'argent. On peut se demander quand même, logiquement, quel est l'intérêt d'en avoir en portefeuille. On devrait voir des investisseurs se détourner en masse des placements obligataires, des obligations souveraines. Ce n'est pas ce qu'on voit. Oui, parce que… on regarde les flux, on a les chiffres. Vous l'évoquiez tout à l'heure, en fait. La réalité, c'est qu'un investisseur, en fait, il investit son épargne. Son épargne, vous mettez du temps, en fait, à la construire. La plupart du temps à travers votre salaire ou à travers, en fait, les culbutes que vous avez pu faire quand vous étiez patron d'une boîte et que vous l'aviez vendue. Donc, globalement, vous mettez du temps à accumuler un capital. Et la question qui va se poser, c'est, et votre objectif derrière, c'est comment je préserve de manière optimale ce capital. À savoir… Et les deux mots sont importants, préservation optimale du capital. C'est toujours ce que recherche en fait un épargnant. Et en fonction de l'environnement… C'est possible de gagner un petit peu comme des sous. Oui, mais le optimal veut dire gagner de l'argent. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête qu'en fonction de l'environnement, le moment peut basculer vers la préservation, c'est-à-dire l'objectif premier est la préservation, ou vers l'optimal. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? La situation économique est relativement confuse. On nage, je dirais, en fait, en eau trouble, en eau inconnue. On est sur des politiques monétaires qui n'ont jamais été menées jusque-là. On est face à une tension géopolitique assez majeure et qui sous-tend quoi? Qui sous-tend finalement, en tout cas, la volonté de la Chine de prendre le leadership au niveau mondial par rapport aux États-Unis. Bien sûr, les États-Unis ne restent pas les bras ballants et font tout ce qu'il faut pour éviter de perdre le leadership, etc., etc. Et donc, tout ça crée les conditions d'une difficulté à se projeter de manière sereine à l'avenir. Et qu'est-ce qui se passe naturellement? Eh bien, les épargnants, dans la préservation optimale, préfèrent laisser tomber l'optimal à court terme pour la préservation. Vers le côté préservation. Mais quand même, acheter une obligation souveraine, c'est pas facile pour un particulier, mais après c'est dans un fonds. Mais sur le principe, c'était l'assurance pendant des siècles, des années, de toucher un coupon, un rendement futur, et puis à la fin, on récupérait le capital. Là, le coupon est négatif. On perd de l'argent. Alors, quel est l'intérêt pour l'investisseur de perdre des sous? Eh bien, du coup, je vais vous faire une petite comparaison pour que vous compreniez bien. Lorsqu'on est, je le répète, vous avez acquis un capital, donc il fait 100. Donc l'objectif, c'est que le 100 devienne un peu plus que 100. Sauf que parfois, vous préférez en fait surtout éviter, je dirais que le 100 devienne 90 ou 80. Et donc vous êtes prêt à céder quelques tout petits dixièmes de pourcentage de perte pour éviter d'en perdre beaucoup plus. Et s'il faut faire une comparaison, elle est encore plus loin. D'une certaine manière, l'obligation souveraine, elle joue quoi? Elle joue le rôle de valeur refuge. Du billet de train, du billet de train qui vous amènera à Genève. Et là-bas, à Genève, vous devriez en fait louer un coffre pour mettre votre épargne dedans, souvent avec de l'or en général. Donc concrètement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'obligation qui vous fait perdre 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ça vous économise le billet de train pour aller à Genève, l'allocation du coffre pour mettre votre argent dedans. Et donc on est vraiment dans la notion de préservation plus que d'optimal au regard de la difficulté qu'ont à la fois les épargnants, pour qui ça peut paraître lointain, mais aussi les investisseurs professionnels de se projeter dans un monde assez incertain, que ce soit d'un point de vue conjoncturel ou structurel. C'est quand même dingue de se dire que quand on prête des sous, alors, on perd de l'argent. Alors c'est sûr, quand vous réfléchissez… Que ça, c'est la nouvelle normalité. Oui, mais c'est le monde incertain, c'est le fait qu'aujourd'hui tout est extrêmement cher, on l'évoquait tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Aller acheter des actions. Très bien, les actions, pas de souci. Sauf que les niveaux de valorisation des actions, c'est-à-dire que le nombre d'années que les investisseurs payent les entreprises aujourd'hui quand vous les achetez, est relativement élevé. Alors vous allez me dire, oui, mais l'action, elle va me donner des dividendes. Et là, ils ne sont pas à zéro, ils ne sont pas négatifs. Ils sont à 3, 3,5 sur 40. Voilà, en fonction des entreprises, entre 2 et 4. Sauf que le dividende, c'est quoi? C'est une part des profits réalisés par les boîtes, chaque année. Or, aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la récession de l'économie mondiale, oui ou non. S'il y a récession, il faut bien avoir en tête que ça se traduira dans les profits des entreprises. Et vous savez qu'une récession, en général, coûte entre 30 et 35 points de baisse des profits des entreprises cotées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement correction boursière. Le rendement qui apparaît de 3%, s'il y a véritablement un retournement conjoncturel, il y aura moins de profits, la capacité des entreprises à le verser disparaîtra, puisque le dividende, ce n'est pas éternel, c'est chaque année en fait que l'Assemblée générale vote un dividende versé en fonction des profits réalisés. Donc déjà, la notion du rendement des actions, elle est relative, elle est fonction de la capacité des entreprises à continuer à créer de la valeur, et deux,
n'oublions pas tout de même qu'à chaque fois que ça s'est produit, ces retournements de marché, ces fins de cycle, les marchés actions, ce n'est pas 10% qu'ils ont perdu. 55% entre mars 2000 et mars 2003, 55% entre 2008 Mais et on mars n'en 2009. est pas là. Mais bien sûr, on n'en est pas là. Mais la réalité fait que c'est compliqué, on a du mal à se projeter, pour d'un point de vue, pour des raisons géopolitiques. L'obligation souveraine, c'est et donc finalement, on donc, préfère en attendant, je dirais, en fait, préserver son capital, quitte à perdre un peu de sous, sachant que quand on voit les flux avec les chiffres Morningstar, c'est dingue. Enfin, en Europe, la collecte nette au niveau européen des fonds obligataires, depuis le début de l'année, 200 milliards de collecte nette plus contre 35 milliards de décollecte sur les actions européennes. C'est assez contre-intuitif quand on voit les marchés actions qui ont monté. Mais vous me direz, les obligations en termes de valeur ont aussi monté. C'est un petit peu technique, c'est-à-dire qu'en fait, ces flux-là s'expliquent, à savoir qu'il faut avoir en tête que la valorisation d'une obligation. Une obligation, normalement, c'est une dette, c'est vous prêtez votre argent et contre quoi on vous rémunère le taux d'intérêt. Donc vous dites, je le prête, je sais ce que je vais gagner, je sais ce que je vais toucher à la fin. Sauf qu'en fait, vous pouvez la vendre sur un marché secondaire entre-temps. Et lorsque les taux baissent, et or c'est le cas, les taux ont énormément baissé au cours du premier semestre, rappelons quand même l'Italie. L'Italie, c'est formidable. Pour celui qui a acheté de l'obligation à 10 ans italienne, il y a encore 6 mois, on devait tourner autour de 2,3, 2,5%. Aujourd'hui, on est à 1. Donc 2,5%, les taux d'intérêt à 10 ans baissaient de 2,5% de 150 points de base. Et bien ça, mécaniquement, si vous vendez l'obligation que vous aviez achetée et qui vous rendait 2,5%, et vous la vendez aujourd'hui alors que les taux d'intérêt de marché sont de 1%, et bien là, vous gagnez de l'argent. La question, c'est de savoir si c'est bien raisonnable d'avoir des taux à 10 ans sur la dette italienne à 1%. Oui. Est-ce que c'est bien cohérent avec leur situation financière et budgétaire? Là, vous pouvez vous interroger. Enfin, en gros, l'écrasement de ces spreads de taux, c'est-à-dire les taux souverains européens convergent tous vers la même chose. Et la seule manière qui les fait s'écarter de cela, c'est est-ce que le pays peut potentiellement sortir de la zone euro. D'ailleurs, vous l'avez vu, à partir de quel moment les taux d'intérêt italiens ont diminué? Lorsque finalement Salvini est parti. Parce qu'on a bien vu qu'on est passé d'un gouvernement qui était entre guillemets europhobe à un gouvernement beaucoup plus europhile. Donc les investisseurs voient ça et se disent quoi? Eh bien c'est facile, l'Italie rentre dans le rang, ne sortira plus, donc elle mérite de finalement payer sa dette comme les autres, en dépit du fait que ce soit le pays le plus endetté d'Europe, grand pays d'Europe. Sauf que donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs ont changé leur perception des placements obligataires en disant finalement ça reste une valeur refuge, mais on peut aussi jouer une plus-value possible. Oui, alors maintenant c'est trop sur tard. les obligations souveraines. Oui, mais on a dit ça il y a un an, on a dit ça il y a un an, à chaque fois on disait c'est trop tard. Quand on voit ce que fait la BCE, en même temps, mon image s'arrête là tout de même. Vous savez, quand je vous ai expliqué, en fait, ça vous économise le billet de train et la location du coffre, je ne vais pas vous donner les prix de ce que ça coûte. Mais moins 0,5, c'est-à-dire perdre 0,5 par an lorsque vous prêtez votre argent, c'est déjà, on va dire que c'est le niveau maximum de ce que les gens peuvent accepter de perdre. Du fait, encore une fois, de la baisse des taux sur les obligations souveraines, il y a 8 à 10% de gains sur la plus-value en capital qui grignotent, qui mangent complètement ce qu'on a perdu en termes de coupons d'intérêt. C'est vrai, mais maintenant c'est fait. C'est-à-dire que le chemin, il est derrière nous. Donc la question fondamentale qu'il va falloir observer sur les flux que vous aviez évoqués tout à l'heure. Les fonds obligataires se sont très bien comportés, vous l'avez compris, parce que les taux ont baissé sur le premier semestre avec un arbitrage donc défavorable aux actions. On n'est plus très sûr de la capacité en fait, de l'économie à continuer à croître, donc au profit de se maintenir, donc on a tendance à lâcher les actifs les plus risqués sur la place, qui sont les actions, au profit des obligations souveraines. Maintenant, les obligations souveraines l'ont impacté dans les taux d'intérêt. Les marchés actions de monter. Oui, c'est le paradoxe. Il y a eu de la décollecte sur le marché action, ça n'a pas empêché les marchés actions de prendre 18%. Oui, au début d'année, au CAC 40. En début d'année, c'est plus le cas maintenant depuis le mois d'avril. Donc depuis le mois d'avril, on oscille autour des mêmes niveaux. Avril-mai, on oscille autour des mêmes niveaux. Donc on est plutôt flat, alors que les obligations, c'est à ce moment-là en fait que les taux ont beaucoup baissé. Donc tout ça pour vous dire que ça, c'est derrière nous. Maintenant, la question fondamentale, et c'est là où ça va valider ou non ce qu'on vient d'évoquer, est-ce que les épargnants veulent continuer à plutôt opter pour la préservation plutôt que pour la performance au regard des risques? Si c'est le cas, eh bien on pourrait continuer à avoir des fonds obligataires qui collectent en dépit du fait que finalement ils ne rapportent rien, tout simplement parce que les gens veulent d'abord préserver plutôt que prendre un risque de moins-value. Est-ce que c'est ça la différence fondamentale? Donc absurde ou lucratif aujourd'hui que d'investir, c'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui, dans des fonds obligataires, il y en a plein, etc. Et c'est pas la question de savoir lesquels sont les meilleurs, c'est pas le sujet, c'est de dire voilà, est-ce que ces fonds obligataires conservent toute leur place dans une allocation de portefeuille? C'est la place de la préservation, donc bien sûr. C'est ce que je voulais, à l'époque, vous savez, le fonds euro, qu'est-ce que c'était? Pas autre chose que le fonds euro. Mais le fonds euro va converger en fait vers les fonds obligataires, à savoir ne plus rien rémunérer, puisque ce qu'il y a dans des fonds euros, ce sont des obligations souveraines. Eh bien, vous savez, dans un patrimoine global, il y a une partie
de votre patrimoine sur lesquels vous acceptez de prendre du risque et l'autre sur lesquels vous n'acceptez pas de prendre du risque. Eh bien, la partie sur laquelle, et qui va correspondre à plus de la moitié probablement du patrimoine des individus, hein, des épargnants, tout ce qu'ils ont collecté tout au long de leur vie, eh bien, il serait extrêmement improbable d'imaginer que ces 50% de patrimoine sur lequel ils ne veulent pas prendre de risque, eh bien, ils aillent commencer à prendre du risque en allant, je dirais, se placer sur des actifs plus risqués. Ce sera un pari comportemental, c'est ça? Non, mais c'est impossible. Donc, surtout dans un monde de plus en plus risqué où on a du mal en fait à se projeter. Donc, la réalité, c'est que certes, ça ne rapporte rien, mais ça répond au premier objectif qui est celui de la préservation. L'optimal, vous irez le chercher. Quitte à perdre un pouillème tous les ans. Voilà. Et l'optimal, vous irez le chercher sur des actifs plus risqués en faisant plus de tactiques, du private equity, des actions cotées, de l'immobilier, etc. Ça peut tenir ça encore pendant des années, ça? C'est comme une anomalie, encore une fois, financière que d'avoir... Non, c'est la traduction d'une forme de conscience collective du fait qu'on navigue à vue. Pire, hein. Non, qu'on navigue à vue. C'est-à-dire qu'on est plutôt proche du haut de cycle, qui aujourd'hui en fait peut dire l'inverse. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rester en haut de cycle, mais on est quand même proche du haut de cycle, on est sur des niveaux de valorisation qui sont élevés. Dans ces cas-là, et heureusement, hein, l'expérience ce n'est pas ce qu'on vit, mais ce qu'on fait de ce qu'on vit. Les gens ont en mémoire, c'est moins 55% sur les actifs risqués, et se disent, bon, j'ai quand même, et si vous étiez dans le marché, j'ai quand même bien capitalisé sur ce grand segment de hausse qui nous a porté sur les actifs risqués et aussi maintenant sur l'obligataire, eh bien, j'ai bien gagné. Parfois, en fait, la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est de ne pas en perdre. Et il est probable qu'en fait, on lise à travers ces taux d'intérêt cette volonté aujourd'hui de ne pas perdre. Ouais, pour boucler tout ça, je repense à cette couverture la semaine dernière, c'était du Bild, je ne sais plus, en Allemagne, on voyait Draghi déguisé, affublé en Dracula, ils étaient Draghi là, en disant, non mais, est-ce que la BCE est responsable pour le coup du fait que aujourd'hui les épargnants se retrouvent avec des obligations qui sont à taux négatif? Alors ça, on n'y souscrit pas du tout. Ça, c'est la faute de la BCE ou elle est juste finalement une courroie de transmission entre... La BCE, alors on pourrait l'assimiler sur le reste des marchés. C'est quand même elle qui a fait l'open bar monétaire, le basic monétaire, c'est elle. Oui, mais non, parce que ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait, c'est les gens qui le décident. À savoir que le bon niveau de taux d'intérêt, alors on ne serait peut-être pas à moins 0,5. D'ailleurs, la réalité de l'économie réelle, c'est qu'on n'est pas en négatif. On est très très bas, mais on n'est pas négatif. Mais la réalité le bon niveau de taux d'intérêt, le taux long, hein, pas celui des banques centrales, les taux directeurs, c'est tout simplement celui qui est supportable par les agents privés, qui sont les ménages et les entreprises. Et la question qu'il faut vous poser pour savoir si les taux vont remonter ou pas, c'est est-ce que les ménages, si les taux montent, seront toujours en mesure de consommer autant? Est-ce que les entreprises, si les taux montent, seront toujours en mesure d'investir autant? Encore une fois, de la politique monétaire de la BCE, que les agents économiques, ménages ou entreprises, se sont endettés et qu'elles ne supportent plus parce qu'elles ont tellement de dettes aujourd'hui, une remontée des taux. Encore souvent, ce soit à taux fixe. Non, ce sont des taux fixes. La Banque centrale n'a pas donné mandat ni aux ménages, ni aux entreprises, ni aux États de s'endetter. Non, mais en disant ça ne coûte pas cher de s'endetter, elle les encourage à s'endetter. C'est tout l'intérêt de la politique monétaire. Non, puisque, pardonnez-moi, mais c'est la croissance au travers de l'investissement. Il y a une partie de conjoncture, on va dire, aux spéculations qui va être la Banque centrale, mais s'il n'y avait pas la Banque centrale, la mécanique est simple. Aujourd'hui, la Banque centrale a plutôt tendance à faire monter les autres actifs qu'à faire baisser les taux d'intérêt. Je m'explique. Dans un monde incertain, s'il n'y avait pas la Banque centrale qui achetait des obligations d'État, des obligations souveraines, eh bien ce sont les épargnants privés qui l'achèteraient. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé à travers les politiques de quantitative easing d'achat des obligations? C'est tout simple. C'est une mécanique de garage, de tuyau. C'est que globalement, la Banque centrale a préempté tout le papier et elle a forcé les épargnants traditionnels, type assureurs, banques, etc., à aller se déporter sur autre chose. Et donc en réalité, la Banque centrale, ce n'est pas elle qui fait baisser les taux, c'est elle qui fait monter le reste. Parce qu'en étant un acteur du marché obligataire, notamment souverain, elle pousse les gens qui ont collecté de l'épargne, parce qu'il faut quand même avoir en tête que dans le monde, il y a beaucoup d'épargne à investir. Il y a beaucoup d'argent à investir. Et donc, il faut bien en faire quelque chose. Et donc, vu qu'elle ne peut plus s'investir sur l'obligataire souverain, elle a été s'investir sur tout le reste. Et c'est pour ça que les niveaux, pour le coup, les matières premières, c'est ça. Et le private equity, de l'immobilier, d'abord traditionnel, puis ensuite thématique, etc., etc. Et tout y passe. Et donc, la réalité, c'est que la Banque centrale agit moins sur le niveau de taux d'intérêt que sur le niveau de valorisation des actifs qu'on considère aujourd'hui comme risqués. Donc, si la Banque centrale s'arrêtait, la réalité, c'est qu'on n'a pas de risque de krach obligataire. En tout cas, ce n'est pas du tout notre scénario central. Si la Banque centrale dit « j'arrête, je ne suis plus en soutien des marchés c'est tous les actifs risqués qui corrigeront et pas les obligations d'État. C'est un parti pris. C'est une conviction même. Ouais. Bon, donc en gros, le résumé, c'est que c'est pas bête encore de conserver des fonds obligataires en portefeuille, même si, pour le coup, sur un an, ça fonctionne bien en termes de performance et qu'on peut pas, ça semble pas reproductible. Mais voilà, c'est pas lucratif, mais ça peut servir à quelque chose dans un patrimoine. Allez, merci. On a fait le tour du sujet avec Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David.